Bonsoir à tous et bienvenue dans la régie de Connaissez-vous. On va vous proposer 3 voyages ce soir. Première destination, ce sera le Portugal. On va s'intéresser à la révolution des œillets. On parlera de littérature, de poésie érotique. Ce sont les ingrédients d'un spectacle qui s'appelle Les Trois Marias, à voir en ce moment au théâtre des Riches-Clairs. Deuxième destination, on sera quelque part entre la Belgique et le Congo. La Belgique des années 40. Comment s'est passée l'arrivée des Congolais dans ces années-là en Belgique et comment on retrouve leurs traces bien plus tard. C'est l'objet d'un roman signé Eva Kamanda. Ce n'est pas un roman, c'est d'ailleurs son histoire personnelle. Donc on est plutôt dans le témoignage documentaire. Et puis troisième destination, Tokyo, au Japon, avec Cécile Brun. Elle est membre d'un duo qui s'appelle l'Atelier Santo, qui fait des jeux vidéo et des bandes dessinées. C'est le lancement d'une nouvelle série BD, Tokyo Mystery Café. Le programme est alléchant. Restez avec nous, c'est Connaissez-vous. Bonjour Colline Fouquet. Bonjour. Comment doit-on vous présenter ? Comment doit-on me présenter comme, en tout cas, l'initiatrice du spectacle Les Trois Marias qui se joue au Riches-Clairs jusqu'au 23 février. Ouais. Et initiatrice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire autrice du texte, metteuse en scène, actrice ? En tout cas, porteuse de projet et comédienne et effectivement autrice, même si il y a des extraits d'autres œuvres que moi dans ce spectacle. Ouais. C'est votre premier projet ou c'est pas votre premier projet ? C'est le premier projet que je porte toute seule, oui. Ouais. Et c'est difficile de porter toute seule par rapport à une actrice qui se laisse guider par quelqu'un d'autre ? C'est un autre challenge, c'est un autre enjeu, oui. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous intéresser au Portugal ? Parce que vous n'êtes pas portugaise. Non, pas du tout. C'est un concours de circonstances heureux et assez drôle finalement. Je vous donne tous les détails ? Peut-être pas tous, mais un ou l'autre. Oui, en tout cas, je devais travailler sur une œuvre et je suis tombée sur une autre œuvre qui répondait à cette première œuvre. Et il se trouvait que les autrices de cette deuxième œuvre étaient portugaises. Alors, je vous propose de vous asseoir si vous avez envie. Bien sûr. La place, voilà, celle-là, la plus à gauche. Donc devant le petit dossier. La plus à gauche, ici. Voilà, exactement. Alors, parlons de ces deux œuvres. Il y a une œuvre qui date des années 70 et une autre qui est beaucoup plus vieille. On commence par la plus vieille ? Oui, on commence par la plus vieille. Donc, les lettres de la religieuse portugaise. Je ne suis pas du tout religieuse, mais je suis tombée sur cette œuvre parce que j'ai vécu un chagrin d'amour et que ma maman m'a mis ce livre-là dans les mains en me disant « Tiens, cette religieuse, ce personnage de ce livre me fait penser à toi. » Et parce qu'aussi, je devais travailler, je devais participer à un festival dont le thème était le Portugal, en fait. C'est ça le point de départ. Je devais participer à un festival dont le thème était le Portugal et je cherchais des textes et on me met dans les mains les lettres de la religieuse portugaise. Donc c'est un texte qui date du XVIIe siècle. Hein ? C'est ça. Et c'est une jeune femme enfermée dans un couvent qui a connu l'amour et qui, après avoir été abandonnée par l'homme qu'elle a aimé, écrit des lettres d'amour à cet homme, à ce chevalier. 5 lettres. Qui sont assez intenses, qui sont très belles, mais où elle pleure beaucoup et où il est beaucoup question finalement de sa peine et de sa souffrance. Ouais. Ça vous a aidé cette lecture ou votre maman était d'un mauvais conseil ? Elles m'ont plu parce qu'elles sont intenses et qu'elles racontent bien aussi, en fait elles décrivent assez bien le désir amoureux, mais elles sont assez pathétiques dans le sens où ce personnage-là se plaint en fait énormément et elle arrive à un moment donné à guérir sa peine en se référant à Dieu finalement. Mais bon, ça c'est lié à l'époque. Voilà, elle est enfermée dans un couvent. Hein. Ça explique aussi peut-être cette destination finale. 300 ans plus tard, il y a de nouvelles lettres portugaises. Et là, ce sont donc les Trois Marias. Qui sont les Trois Marias ? Donc les Trois Marias, c'est trois écrivaines portugaises dans les années 70 qui avaient 30 ans. Et qui se débattaient en fait dans une dictature très dure et où il régnait une énorme censure et qui décident d'écrire un livre collectivement suite à l'agression de l'une d'elles
et qui du coup décide de prendre comme modèle les lettres de la religieuse portugaise. Voilà, on a donc deux textes qui se répondent l'un l'autre à 300 ans de distance, qui racontent peut-être aussi un petit peu de ce qu'est ou ce qu'a été le Portugal. On va regarder un premier teaser, Colline Fouquet, on en reparle juste après. Oui. Je m'appelle Maria Isabel Barreno. Je suis née à Lisbonne en 1939. Ah, j'ai été baptisée, oui, dans une bourgade près du phare qui marque la jonction officielle entre le Tage, le fleuve qui est en bordure de Lisbonne. Aussi loin que remontent mes souvenirs d'enfance, je peux dire qu'il y a toujours eu un manteau, un châle, aux longues franges qui recouvraient la ville. Les régimes totalitaires conditionnent tout à l'intérieur de l'espace qu'ils occupent et de celui qu'ils n'occupent pas. Les infrastructures, les infraconsciences, la culture. Trois Marias, donc à voir au Théâtre des Riches Clercs, ce sera jusqu'au 23 février. Vous interprétez à l'instant une des trois Marias. Vous êtes seule en scène, donc vous faites les trois Marias, vous faites l'autrice originale des premières lettres portugaises, vous êtes aussi parfois un homme. Combien de personnages au total? On a compté 9. Ouais. Vous avez dû compter. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé à monter ce spectacle? Parce qu'on peut tous avoir des lectures qui nous frappent, et puis bah, voilà, elles restent dans un coin de nos têtes ou on finit par les oublier. C'est quoi le déclencheur pour se dire, ah bah, ces deux textes-là, finalement, je vais les monter sur scène et ils vont se parler l'un l'autre? Déjà, il se prêtait à la scène puisque c'est les lettres de la religieuse portugaise sont des lettres, donc elles sont adressées à quelqu'un et c'est un personnage qui parle à la première personne, je. Donc c'est en discours direct, ça se prêtait à la scène. Et ensuite, pour les nouvelles lettres portugaises, les premiers textes qu'elles écrivent sont en prose, mais à un moment donné dans leur livre, elles décident de rentrer dans la fiction et elles se mettent elles aussi à inventer des lettres et elles inventent des personnages pour essayer de mieux comprendre en fait la condition de cette religieuse, pourquoi elle était dans un couvent, elle lui invente une mère, un père, elles inventent le chevalier à qui la religieuse écrivait. Et donc elles aussi, elles se mettent à écrire des lettres et là on pouvait rentrer du coup dans la fiction théâtrale puisque je pouvais me mettre à interpréter ces personnages-là. Ouais. On reviendra dans un instant sur la mise en scène, mais est-ce que vous assumez le décalage des périodes? Parce que ça parle à la fois du Portugal des années 70 avec le dictateur Salazar, ça parle du Portugal un petit peu du XVIIe siècle, ça parle aussi de notre époque et de nous maintenant et de votre propre trajectoire amoureuse ou de vos propres déceptions amoureuses. C'est pas un petit peu difficile de faire ce caramboler ces trois périodes? Je pense que c'est un peu cocasse, mais c'était audacieux, mais on essaye et on aura essayé en tout cas. Ouais. Alors je vous propose de voir ce que donne cet essai. Ce sont des extraits, des répétitions. On va voir donc un petit extrait ou quelques petits extraits de ces trois Marias. Je commence par Fatima. Je sais qu'Isabelle répond une fois sur 5. Fatima appellera Isabelle. Je veux les voir. J'ai besoin d'elle. Mais je pisse du sang partout. Je suis bien obligée d'admettre qu'il... Censuré? T'as déjà entendu parler des trois Marias? Les trois qui? Les trois Marias, maman, t'étais où dans les années 70? Trois écrivaines portugaises qui, dans les années 70, ont écrit un livre collectivement et qui ont pris comme point de départ la religieuse et ses lettres. C'est assez puissant ce qu'elles écrivent. Une écrivaine est agressée en pleine journée, au couteau, par 3 hommes, dans une impasse, avec la menace claire. Arrête d'écrire ce que tu écris. En ce début de décennie 70, le pays semble encore plus figé que jamais, comme enfermé dans une gangue immuable relevant d'un autre siècle. 25% d'analphabétisme à ce jour. Tu vis dans un pays qui fait 3 fois la Belgique et un quart de la population ne sait ni lire ni écrire.
Et cela répond à un véritable projet politique. Aucune sécurité sociale. Le chômage est partout, les salaires sont misérables, le peuple étouffe, littéralement. 100 000 départs clandestins, on a compté pour l'année 69. 100 000. Le pays se vide. Les opposants sont tous en prison. Les jeunes garçons sont envoyés au front, les guerres d'indépendance sont les plus longues de toutes. Toutes ces pertes humaines, elles n'ont qu'un seul nom, Salazar. Qu'est-ce qu'on fait quand on est 3 femmes, quand on est 3 poètes? Eh bien, on écrit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on touche le fond? On cherche le rebond. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a touché le fond? On cherche le rebond. Colline Fouquet, il faut qu'on parle de Salazar peut-être un petit peu. Ça a duré combien de temps cette dictature au Portugal? 47 ans, je pense. Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez? Vous n'avez pas connu cette période. Est-ce que vous êtes allé au Portugal pour préparer ce spectacle? Oui, j'y suis allée. J'ai pu rencontrer la dernière autrice vivante, Maria Teresa Horta. Et ça, c'était une très belle rencontre. Et je suis allée aussi dans la ville de Béja, la ville de la religieuse, pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, qui était d'ailleurs un bastion de résistance très important. Ouais. Et donc Salazar, c'est Franco ou voire Franco-Empire? Sûrement. Salazar, en tout cas, la particularité de sa dictature a été vraiment d'agir à la racine et de vraiment complètement... Il a coupé les Portugais du monde, il les a coupés de la culture, de l'enseignement, de la technologie, ou en tout cas des technologies de l'époque. Ouais, et il a vraiment essayé de créer l'homme nouveau et la femme nouvelle selon son modèle, qui était un modèle quand même extrêmement réduit, c'est-à-dire qu'il fallait seulement travailler et servir la patrie, servir la famille, donc les femmes devaient être à la maison et éduquer des bons catholiques et des bons nationalistes, tandis que les hommes devaient servir la patrie. Il y a eu un vrai, en fait, embrigadement moral. Il y a tous ces niveaux dans votre spectacle, donc le niveau de théâtre documentaire, qu'est-ce que c'était le Portugal pendant la dictature de Salazar, l'oppression, oui. La censure politique. Il y a le niveau des 3 Marias qui écrivent pour se battre contre cette censure. Il y a le niveau des lettres de la religieuse portugaise sur la déception amoureuse et la folie qui nous guette lorsque on vit ce genre de choses. C'est quel niveau qui est le plus important pour vous? Ou est-ce qu'ils sont tous les 3 sur le même plan? Les 3 sont sur le même plan, mais ce que j'ai trouvé très fort, en fait, c'est l'écriture que les 3 Marias développent. Si j'ai décidé d'en faire un spectacle, finalement, c'est que leur langue est puissante et qu'il y avait un désir, il naît d'un désir de résistance et d'affirmation d'un besoin d'exister et d'écrire. Et à un moment donné, dans le spectacle, je dis « la littérature est active » et c'est une phrase que j'emprunte à Maria Teresa Horta, que j'ai rencontré et en lisant leurs livres, effectivement, la littérature est active, c'est-à-dire que moi, elle m'a bouleversée. Et pourtant, ce n'est pas une littérature directement politique, parce qu'il fallait contourner la censure, ou essayer de la contourner, ça n'a pas tellement bien marché en réalité. Et donc leur initiative, c'est d'aller vers des écrits qui ne sont pas politiques. Il y a de la littérature ou de la poésie érotique, c'est une des parties de leur travail? En fait, elles ont dû ruser. Les Portugais, à cette période-là, étaient tellement contrôlés et surveillés qu'il fallait vraiment ruser pour détourner la censure. Et donc, finalement, cette religieuse est un alibi pour elle, pour finalement dénoncer tous les enfermements que les femmes pouvaient subir et subissaient pendant la dictature portugaise. Je voudrais qu'on parle un instant de la mise en scène. On vous voit dans combien de costumes dans ce spectacle? Il y a 9 personnages? Oui, dans une dizaine de costumes. Ouais, on vous voit revêtir, vous dévêtir, changer de peau, et vous êtes la reine des accessoires. Tous les accessoires sur scène ont 1, 2, voire 3 utilités. Ça vous a amusé de travailler comme ça? Oui, complètement. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, donc il y a des choses qui viennent par rapport à ce que la langue raconte, des images qui me viennent, mais je me suis aussi beaucoup inspirée de 2 artistes portugaises contemporaines aux 3 Marias, Helena Almeida
Amanda et Paula Rego. Et Paula Rego est une peintre qui a un travail assez théâtral puisqu'elle peint dans un atelier où elle fait des mises en scène. Donc elle ramène énormément d'éléments, elle compose des tableaux et ensuite elle repeint. Et donc du coup, je me suis inspirée de certaines de ces tableaux pour aller chiner des objets qui sont dans le spectacle. Ouais, et on va donc voir des panneaux qui vont changer de fonction. Il y a beaucoup de vidéos, il y a des projections aussi qui sont utilisées. Il y a un décor sonore aussi dans cette mise en scène. Et puis on va croiser un matelas, un fauteuil, une corde de pendu, un miroir. Il y a même de la peinture à un moment. C'est important pour vous cet aspect très visuel du travail? Oui, beaucoup. J'aime beaucoup l'image au théâtre. Je trouve que ça fait appel à d'autres sens, tout comme le son. Mais moi, en tout cas, je fonctionne beaucoup par image, oui. Voilà. Et vous avez travaillé avec Laetitia Ayonououn, si je ne me trompe pas. Ouais, et Joris van den Hout, notamment. Et c'est Janie Brie qui signe les vidéos. Et Loïc Le Foll pour l'habillage sonore, si je n'ai oublié personne. Très bien, c'est ça. Voilà, ça s'appelle Les Trois Marias, c'est à voir au Riche-Clair. C'est un spectacle très riche, avec beaucoup de choses qui coexistent à l'intérieur. Et c'est un très beau moment, notamment visuel, avec Colline Fouquet. C'est jusqu'au 23 février. Colline, est-ce que vous pouvez regarder à votre gauche? Bien sûr. Il y a sur la banquette 2 livres. Oui. Vous pouvez prendre le premier. Oui. Que lisez-vous sur la couverture et de quoi imaginez-vous que ça parle? Alors, le titre « Une vie sous silence » d'Eva Kamanda et Christophe Boez, avec comme photo un couple. Il semblerait que ce soit un couple, une femme portant un bouquet et un homme très très élégant portant une chemise, une très belle veste, une cravate et la femme aussi est très bien vêtue. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur cette photo? Ah oui, énormément. Alors, on va vous faire rencontrer Eva Kamanda. Très bien. Eva, est-ce qu'on peut vous proposer de vous mettre en face de Colline? Comme ça, vous allez pouvoir la regarder dans les yeux. Bien sûr. Et commencer par expliquer qui vous êtes. Parce que vous êtes relativement connu côté néerlandophone du pays. Les francophones ne vous connaissent pas ou pas très bien. Qui êtes-vous? Non, pas encore. Je rigole. Donc, moi, je suis Eva Kamanda, je suis comédienne et j'ai écrit un livre initialement en néerlandais qui est sorti en 2022 et il vient de paraître en français, Une vie sous silence, notre histoire congolaise en Belgique. C'est un livre dans lequel je fais des recherches sur mon histoire de famille, ma famille congolaise en Belgique. Et en même temps, on a mis en lumière une lacune dans l'historiographie belge qui a à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai dit « on » parce que voilà, on était à deux d'écrire le livre. Avec votre compagnon qui s'appelle Christophe Boez, qui co-signe avec vous cette histoire congolaise en Belgique. Ce que Colline a dit sur la photo, ils sont très élégants. Il y a une raison pour laquelle ils sont élégants. Oui, c'est leur photo de mariage en fait. Ils se sont mariés en 1942, donc pendant l'occupation. Les nazis étaient présents, enfin ils étaient là quoi, à Bruxelles. Et c'est leur photo de mariage. Donc voilà, une occasion très heureuse, mais ils ont quand même l'air un peu tristes. Et il y a une bonne raison pour ça aussi. Voilà, c'était... Il n'y avait personne de sa famille à lui présent au mariage, puisque voilà, il n'avait pas de famille ici. Voilà, et de son côté à elle, il n'y avait non plus des membres de la famille présents, parce que voilà, on n'allait pas d'accord avec le fait que elle, une femme blanche, épousait un homme noir. Oui.
Donc c'est un petit peu l'histoire du racisme de l'époque. On va raconter quand même le début de cette aventure, de cette écriture. Eva, il y a cette photo, Oui. et puis vous avez une tante, et cette tante vous remet un livret de famille. C'est un peu comme ça que ça démarre? Oui, la photo de mariage, tout à fait, elle est très symbolique parce que voilà, c'est un couple noir et blanc. Et cette photo, je la connais depuis déjà 32 ans maintenant. Je la connais très bien. Et c'est Christophe, quand il est venu chez nous à la maison, qui disait, quand il regardait la photo, il posait plein de questions. Et en fait, il se disait, une photo en noir et blanc d'un couple noir et blanc. C'est quoi l'histoire? Et il me posait plein de questions et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas répondre à ces questions. Pour moi aussi, moi-même aussi, je suis fille d'un couple noir et blanc et le métissage est tellement courant dans notre famille que voilà, c'est normal pour moi. Enfin, c'est normal, mais je ne me posais pas plus de questions. Et c'est là que ça a commencé. On a commencé à chercher des réponses et ça a résulté dans ce livre. Ouais, on est tombé van de ene verrassing in de andere, alors de surprise à l'autre. Oui. Voilà. On ne savait pas grand-chose au départ. C'est-à-dire que votre grand-père, l'histoire s'est un petit peu perdue et la génération suivante n'était pas tout à fait capable de raconter qui avait été ce grand-père ou n'avait pas envie de le raconter. Je pense que c'est un peu les deux. Donc, le livre parle de mon arrière-grand-père qui fait partie d'une génération présente en Belgique déjà assez tôt. On connaît un peu tous la migration congolaise qui était installée après l'indépendance du Congo en 1960. Mais on ne connaît pas trop sur les premières générations présentes ici en Belgique. Par exemple, en 1940, il y avait à peu près 200 Congolais en Belgique et mon arrière-grand-père faisait partie d'eux. Donc lui, il est arrivé en 1930 en tant que boy, donc esclave domestique d'un colonial. Et voilà, donc il est arrivé en bateau à Anvers, puis il est parti à Bruxelles, où il est resté toute sa vie. Il n'est jamais retourné au Congo. Et c'est un peu la tristesse de beaucoup de familles ou beaucoup de Congolais qui ont vécu ça. C'est que, voilà, mon arrière-grand-père, il a dû lâcher tout ce qui était noir de sa personne. Ses langues, les habitudes, les histoires. Quand il a mis pied sur les quais à Anvers, il a laissé le Congo derrière lui. Et voilà, donc il n'y avait pas vraiment de transmission vers d'autres générations. Mais voilà, clairement, on a toujours notre peau. On a toujours notre peau noire et brune. Et donc, on n'est pas belge-belge, on n'est pas congolais-congolais. Et voilà, ça a causé, disons-nous, des traumas intergénérationnels. Ouais, des souffrances, dont on parle aussi dans ce livre. Il s'appelait François, cet arrière-grand-père. François, oui. Il a donc résidé notamment à Uccle, dans les beaux quartiers de Bruxelles. Il a été coiffeur. Oui. Et alors, ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'il y a eu un apport de ces Congolais de Bruxelles dans les années 40 à la résistance contre l'occupation nazie. Oui, exactement. Ça a été une petite surprise de découvrir ça. Ça a été une assez grande surprise qu'on a découverte exactement. Donc ce groupe de Congolais qui se réunissait aussi dans l'Union congolaise de Belgique, voilà, une union comme on a aujourd'hui plein d'autres unions. Et plein d'hommes entre eux, en fait, étaient recrutés pour l'armée secrète ou pour d'autres, mais surtout l'armée secrète, pour des organisations de résistance en Belgique. Et personne
le sait, personne ne le savait, même pas. On a parlé avec des experts, des historiens, des experts de résistance même. Il et elle nous disaient tous, voilà, cette information, c'est nouveau, quoi. Et puis on est allé chercher les dossiers à Evere, chez la Défense, et effectivement, on retrouve des dossiers de l'armée secrète avec des noms congolais. Mais il y avait une bonne couche de poussière sur ces dossiers-là, donc on était les premiers à les ouvrir. Ouais, ils ont notamment participé à la distribution de tracts ou à l'édition de la Libre Belgique, un journal de la résistance, notamment. Oui. Colline Fouquet, quelle question, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on vient déjà de dire? Ça m'inspire que c'est hyper important. Effectivement, nos histoires privées et nos héritages, finalement, sont peu... C'est notre devoir, probablement, je pense, de les creuser, de les nommer et de les transmettre. Et parce qu'elles se perdent facilement dans l'oubli si on ne décide pas de les faire remonter à la surface. Ouais. Vous êtes française d'origine, Colline. Oui. Vous êtes née à Marseille. Vous êtes venue à Bruxelles pour étudier à l'INSAS. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous percevez de ce rapport entre la Belgique et son histoire coloniale? Ça reste un tabou? Est-ce que vous êtes au clair là-dessus? En tout cas, la ville de regorge de preuves de la colonisation congolaise par la Belgique, donc on ne peut pas la nier. Après, il faut faire un effort, effectivement, pour la comprendre et la connaître. Je ne trouve pas qu'elle est tant abordée. J'ai été surprise d'apprendre que c'est des associations, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, qui vont dans les écoles pour enseigner à certaines classes. Donc, c'est même pas l'ensemble des élèves du secondaire qui reçoivent cet enseignement-là sur l'histoire coloniale. Mais... Et donc, ces associations-là font un travail finalement de militance et ils suppléent finalement le gouvernement et l'État dans ce travail-là, en fait, d'éducation à l'histoire de son pays. C'est ce qu'on fait, nous, Christophe et moi, on fait ça aussi. On va dans les écoles pour parler aux étudiants, ce qui est énormément important. Et voilà, et donc en fait la richesse d'un pays démocratique, c'est peut-être justement ça, c'est que la possibilité pour la population de venir travailler sur des zones, sur des angles morts, en fait. Et heureusement qu'en Belgique, il y a la partie civile, il y a une grande partie de la partie civile qui est très mobilisée sur ces questions-là et qui font un travail sur le terrain assez important, comme le fait Eva, ou comme le fait par exemple l'association Mémoire des Coloniales, en faisant des superbes visites dans plein de quartiers de Bruxelles pour nous montrer tous les monuments en fait qui sont bâtis et qui continuent à être là et qui font l'éloge en fait de la colonisation. Et Eva, Colline, elle a employé une expression forte, angle mort, ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché. C'est très important parce que dans votre livre, le livre, c'est aussi le récit de comment je fais pour trouver l'information. Comment, à partir de cette photo, à partir d'un simple livret de famille, on arrive à reconstituer le parcours de François Kamanda. Parce qu'au début, vous ne saviez pas tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Il a fallu que vous alliez aux archives des colonies, aux archives de la Défense, que vous vous rendiez là où il était censé avoir vécu. C'est un travail d'enquête, en fait. Oui. Ça a été éprouvant pour vous de faire ça ou pas? Oui, absolument. Donc les recherches même, c'était vraiment un tour de force. On est allé dans plein d'archives. On a retrouvé des sources vivantes. On a parlé aux gens. On a fait plein d'interviews. Donc on a utilisé plein de modes de recherche, mais en même temps c'était une recherche très émotionnelle pour moi aussi. Donc la combinaison des deux, d'avoir le chapeau de rechercheuse et en même temps personnage principal, je dis personnage comme ça puisque c'est un livre de non-fiction, mais quand même j'ai vécu tout ce qu'on a écrit, tout ce que je ressens dans le livre, je l'ai vécu. Et ce sont des sujets lourds, bien sûr. On parle de la colonisation, des systèmes intergénérationnels. Donc, oui, ça a été éprouvant, oui. Est-ce que vous pensez qu'on ne connaît pas cette histoire parce qu'on l'a oubliée, tout simplement, ou est-ce qu'on a voulu l'oublier?
Parce que votre grand-père, il n'a pas une vie facile. Hein. Il est boy, ça veut dire domestique. Et puis après, il essaye de s'en sortir tout seul. Il est coiffeur, mais on ne l'aide pas vraiment. Hein. On va finalement oublier de renouveler son bail et il n'y a personne pour l'aider. Il va devoir s'en sortir tout seul. Oui. Écoutez, je pense que c'est une belle illustration des systèmes structurels, aussi de discrimination structurelle. Donc, est-ce qu'on a voulu l'oublier? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas mis en avance ces histoires ou ces expériences ou ces voix de ces gens-là. Donc, je parle des Congolais, de ces Congolais de sa génération et des générations après. Parce que notre système social ne le permet pas. J'ai une question à toutes les deux, puis vous êtes toutes les deux des femmes de théâtre, hein, puisque vous êtes actrice aussi, Eva. Oui. Est-ce que ça serait la matière à un bon spectacle? Est-ce que Eva, vous pourriez le monter? Est-ce que Colline, vous pourriez le monter? Ou est-ce que c'est une histoire tellement personnelle qu'on ne peut pas la monter? Est-ce que ça fait écho en vous, ça? Si, je pense qu'on peut la monter. En plus, j'ai très envie d'en faire une deuxième phase théâtrale ou audiovisuelle. Donc vous y pensez déjà? Moi, je suis plutôt dans l'audiovisuel. Christophe est plutôt dans l'écriture. Et on a commencé avec le livre. Mais le livre se lit très rapide, et puisqu'il est tellement visuel aussi. Tout le monde nous le dit en plus. Et donc, voilà, il y aura encore, j'espère, une future dans ce secteur-là. Ouais. Colline Fouquet, vous pourriez vous approprier l'histoire de quelqu'un d'autre, hein. On a vu que sur les trois Marias, c'est une démarche très personnelle, hein, et vous vous impliquez, et vous parlez de vous d'ailleurs au début du spectacle. Vous pourriez monter le spectacle qui parle de la vie de quelqu'un d'autre ou pas? Je pense que oui, bien sûr. Il faut toujours après une amorce, un point de départ. Pourquoi je déciderais de travailler sur cette personne-là? Mais c'est ce que je fais un petit peu quand même, puisque finalement, les trois Marias, leur personnalité m'ont autant intéressée. Quand j'ai découvert leur œuvre, j'ai eu besoin après de comprendre qui elles étaient et dans quel contexte politique elles vivaient. Ouais. Est-ce que vous travaillez déjà sur le coup d'après, sur vos spectacles futurs? Là, en ce moment, non. Je vous avoue. Ouais. Ça a pris combien de temps pour monter les trois Marias? C'est un travail de combien de mois ou combien d'années? Bon, ça a mis 4 ans, mais parce que le temps d'avoir le désir de monter un projet et le temps de trouver la production, il y a toujours un délai quand même de 3 ans, surtout quand c'est le premier projet. Ouais. Eva Kamanda, c'est combien de temps de travail, de recherche et d'écriture? Ça a été plus de 3 ans quand même. Oui. Donc un long temps. Ouais. Une vie dans votre vie. Exact. C'est paru aux éditions Racine, donc ce récit de la vie de François Kamanda, ça s'appelle Une vie sous silence. Colline, je vous propose de prendre l'autre ouvrage qui se trouve à votre gauche, même exercice. Est-ce que vous pouvez me faire la description de la couverture? Bien sûr. Donc c'est un dessin d'une bande dessinée très beau, très coloré, qui représente une ville, une grande mégalopole à mon avis asiatique, avec un personnage principal qui est un homme assez beau au regard quand même qui semblerait inquiet. Alors on va découvrir l'une des co-autrices de cette bande dessinée, c'est Cécile Brun qu'on accueille. Je pense, oui. Cécile Brun, j'ai dit co-autrice parce que l'auteur de cette bande dessinée, c'est l'Atelier Santo. Qu'est-ce que l'Atelier Santo? Alors l'Atelier Santo, c'est donc Olivier, mon copain, et moi. Et c'est un duo et on fait de la bande dessinée depuis à peu près 2016, si je ne me trompe pas, à 4 mains et toujours sur la thématique du Japon, voilà, qui s'inspire un peu de nos voyages et tout.
Ouais. C'est le Japon, rien que le Japon, toujours le Japon? Eh bien, pour l'instant, oui, puisque c'est un peu notre pays de cœur, donc ça nous permet d'y voyager quand on n'y est pas, de continuer d'explorer, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est toujours un bon prétexte aussi pour rester en contact avec nos amis et tout ça là-bas, donc pour leur demander de la documentation, voilà. Ouais. J'ai lu que vous aviez fait aussi des jeux vidéo. Oui, on fait un petit peu de jeux vidéo. Alors pour l'instant, c'est pas encore très développé, mais effectivement, c'est une partie des choses qu'on aimerait pousser un peu plus. Donc c'est plutôt narratif. C'est un peu de la bande dessinée interactive, donc ça va être dessiné aussi à la main et des histoires toujours basées sur les émotions des personnages, des petites enquêtes, ce genre de choses. Toujours au Japon. Ouais. Et donc c'est le 4e ou 5e ouvrage que vous signez tous les deux ensemble? C'est le 1, 2, 3, 4, oui, c'est le 5e ouvrage qu'on fait ensemble. On a aussi fait des livres illustrés et du scénario pour des amis dessinateurs. Ouais. Ouais. Alors ça s'appelle Tokyo Mystery Café. En fait, c'est le lancement d'une série. On a déjà le numéro 1 qui s'appelle La disparue d'Akiba. Mais ça veut dire que vous avez déjà une idée de la suite, vous? Oui, tout à fait. Donc en fait, chaque tome sera dans un quartier différent de Tokyo avec toujours le même trio de personnages. Donc le jeune héros qui enquête et un patron de restaurant et une jeune fille un peu geek. Et ils vont résoudre des mystères dans Tokyo. Voilà, chaque livre aura son enquête indépendante, mais on aimerait poursuivre dans d'autres aventures sur les prochains. Ouais. Ça ressemble un petit peu aux aventures de Scooby-Doo, mais pas avec les mêmes personnages. Ouais. Et c'est très orienté vers le Japon. J'ai fait un bon résumé? C'est exactement ça. C'est du Sherlock Holmes à Tokyo. Ouais. Est-ce que vous êtes allé à Tokyo, Colline et Eva? Est-ce que c'est une ville qui vous parle? Ah, ça me parle absolument. J'ai jamais été, mais j'aimerais bien. Peut-être que le mois prochain, j'irai en Chine. Ce sera la première fois en Asie de ce côté-là. Et ouais, j'aimerais bien aller à Tokyo aussi. Ouais. Ouais. Colline, qu'est-ce que vous connaissez de Tokyo? Pas grand-chose à part certains films, mais j'aimerais beaucoup y aller aussi, oui, si on avait l'occasion. Alors Cécile, combien de fois à Tokyo? À Tokyo, je ne sais pas exactement. Ça fait une quinzaine d'années qu'on voyage au Japon. On a souvent fait des passages assez express à Tokyo, mais l'hiver dernier, on a passé 2 mois vraiment là-bas pour faire du repérage précis pour cet album. Ouais. Alors ça, il faut être très, très précis là-dessus, c'est-à-dire que ce ne sont pas des illustrations d'ambiance, c'est genre Tokyo, c'est vraiment un quartier précis de Tokyo, et vous êtes inspiré de bâtiments, de quartiers, de lieux que vous avez donc fréquentés. C'est presque du croquis de reportage qu'on va retrouver derrière l'aventure policière. Oui, tout à fait. En fait, quand on est au Japon, on adore faire des croquis de voyage. Donc, depuis très longtemps, on fait toujours ça et ça nous inspire pour nos projets. Mais pour celui-ci, en fait, on avait déjà le storyboard, donc la structure de l'histoire en main. Et on est allé vraiment explorer le quartier où se déroulait l'histoire pour trouver une sorte de circuit probable même que pourraient emprunter les personnages. Et de sorte à ce que le lecteur puisse aller à Akihabara, donc le quartier où ça se déroule, et avec la carte qui est à la fin du livre, retrouver les lieux où se déroule l'aventure comme s'il était les personnages. Alors je vous propose qu'on voit quelques planches, quelques extraits de ce Tokyo Mystery Café. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous travaillez? Puisque vous êtes en duo, est-ce qu'il y a de manière classique dans la bande dessinée un dessinateur, un scénariste, ou est-ce que tout est mélangé? Alors, clairement, c'est Olivier qui a écrit le scénario, mais on a échangé d'abord ensemble sur nos envies, sur l'histoire, les personnages. Ensuite, on s'est partagé les tâches. Donc, en gros, j'ai fait le storyboard, le crayonné. Olivier a fait l'ancrage et j'ai fait la couleur. Mais on se laisse vraiment une marge de main-d'œuvre. Donc, en fait, quand j'ai pas envie de faire un décor, clairement, je le passe à Olivier et c'est lui qui va le faire parce que c'est vraiment son truc. Ou alors, des fois, ça va m'arriver de reprendre l'ancrage d'un visage d'un personnage. Il va retoucher un peu la couleur sur la fin, s'il a des envies. Donc, on se laisse cette possibilité d'interagir là où on a envie, quand on le veut. Alors, on ne va pas tout dire, mais on va quand même signaler que dans cette aventure, il y a la question de l'intelligence artificielle et des robots. Parce qu'il est quand même beaucoup question de la propriété d'un robot que se disputent plusieurs personnes. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète dans le Japon d'aujourd'hui et d'une manière générale dans la vie, l'intelligence artificielle et la puissance et la portée des machines?
Alors oui, beaucoup. On a commencé l'écriture du livre il y a 2 ans au moins. Donc à l'époque, c'était un peu les balbutiements et l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va dire, dans le public, dans le grand public. Et c'était les premiers questionnements sur ça. Nous, effectivement, on ne va pas tout dire puisqu'on donne un peu notre avis dans la BD. Mais oui, on pense qu'il y a vraiment une inquiétude à se faire, surtout du côté des artistes, puisque finalement, ces intelligences artificielles, elles sont optimisées pour remplacer un travail qui est une passion. Et on n'en voit pas trop l'intérêt dans le sens où c'est quelque chose qu'on a envie de faire en tant qu'humain, qui nous plaît. Donc pourquoi tout simplement le léguer à des machines? C'est une question qu'on peut se poser. Et surtout actuellement, on peut dire que ça commence à remplacer certains postes d'artistes. Nous, on a beaucoup d'amis qui se font voler ouvertement leur travail. Et on peut vendre des packs création dans le style de cet ami, ou etc. Donc ça devient, oui, très préoccupant. En tout cas, on est à ce moment charnière où en fait, on va devoir choisir entre est-ce qu'on laisse la main mise aux intelligences artificielles et on le voit sur plein de couvertures de magazines, maintenant les graphistes font appel à ça, ou est-ce qu'on va revenir à quelque chose qui est un petit peu plus humain, aussi dans le contact. Donc voilà, après dans le livre on questionne les gens sur ça. Les 3 personnages principaux ont un point de vue différent en fait, sur l'intelligence artificielle à laquelle ils sont confrontés. Le héros un petit peu naïf, on va dire, qui va s'attacher assez facilement et qui va trouver un peu un reflet de failles humaines, etc. La petite Soba un peu geek qui, elle, est très lucide sur la situation, qui sait très bien comment fonctionne l'intelligence artificielle et qui ne se fait pas du tout d'idées. Et le patron du restaurant qui est un peu, lui, bloqué dans les années 50 et qui est dans le rejet total de tout ce qui est numérique. Et voilà, donc ce qu'on veut, c'est juste faire en sorte que le lecteur se questionne sans forcément lui imposer non plus un point de vue sur ce sujet. Cette question de l'intelligence artificielle et de la marge de création qui va rester aux auteurs, aux autrices, aux porteurs et porteuses de projets, c'est quelque chose qui vous taraude un petit peu, Colline et Eva, ou vous êtes dans la création, dans l'instant présent, vous ne réfléchissez pas à ça? En tout cas, moi j'en suis témoin. Je n'ai pas l'impression en ce moment que dans mon entourage ou dans ma propre pratique, l'intelligence artificielle est une embûche. Enfin, on n'en parle pas vraiment, mais pour d'autres corps de métier que pratiquent mes amis ou mon entourage, c'est quand même une question assez présente. Ouais. On pourrait demain demander à une intelligence artificielle d'écrire une pièce à la manière de Colline Fouquet? Ouais, mais c'est vrai que... Non, mais vous avez raison. En fait, j'ai quand même des amis qui utilisent l'intelligence artificielle pour l'écriture. En effet, pour faire des résumés ou pour résoudre des problèmes d'écriture. Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, mais certains le font, oui. Ouais. Eva Kamanda, ça vous inquiète ou pas? Pas encore. Enfin, on connaît tous les démonstrations qui ont été aux États-Unis, par le SAG-AFTRA à cause de l'AI, mais je pense que pour que ça vienne en Belgique et pour que ça devienne un problème en Belgique ou en Europe, je pense qu'on est loin quand même. Donc non, je suis pas inquiétée. Qu'est-ce que vous avez pensé des planches qu'on a vues, là, les dessins qu'on vient de voir? Qu'est-ce que ça vous inspire, Eva? Je trouve que c'est fantastique. Enfin, je suis curieuse de savoir comment ton cerveau fonctionne parce que je suis tout de suite... Enfin, j'adore le visuel et j'adore les BD aussi. Donc, oui, ça m'inspire encore plus d'aller à Tokyo. Colline, vous êtes cliente de la bande dessinée ou pas trop? Non, mais j'ai beaucoup d'entourage autour de moi qui sont très friands de bande dessinée, donc je vais en faire un cadeau. Ça s'adresse à quel type de lecteur, Cécile, ces aventures du Tokyo Mystery Café? Est-ce que c'est très différent de vos projets précédents ou pas? Alors c'est un peu différent. Les projets précédents, c'était du roman graphique, dans le sens où on était plus sur le quotidien, les sentiments des personnages, et ça s'inspirait vraiment de notre vécu dans la campagne japonaise, donc c'était toute une autre ambiance. Donc je dirais que ça s'adressait plus à une catégorie d'âge comme la nôtre, donc entre 30 et 40 ans, voilà. Là, Tokyo Mystery Café, c'est vraiment une série qui se veut être plus grand public, qui est vraiment dans la tradition des séries du journal Spirou, comme moi je lisais quand j'étais petite, donc vraiment de l'aventure. Ça peut s'adresser donc aux ados, voire aux préados, hein? À tous les âges en fait, et en fait c'est adulte.
et adolescents. Donc en fait, on a 3 catégories d'âge dans l'histoire. On a le héros qui est plutôt jeune adulte, le patron du restaurant qui est cinquantenaire et la collégienne. Si bien qu'on aimerait qu'en fait chaque type de public y trouve un peu son compte et suive un peu les histoires qui lui plaisent, comme dans une série où en fait on trouve nos personnages qui nous représentent quoi, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez me parler du quartier d'Akiba? Ça ressemble à quoi? Et on ressent quoi quand on est un Européen et qu'on débarque là-bas? C'est marrant, c'est un quartier que nous, on a longtemps pas du tout aimé, mais c'est connu mondialement comme étant le quartier de l'animé japonais et tout ça. Et donc pour nous, c'était un peu une porte d'entrée. On s'est dit, tiens, pourquoi pas explorer un peu ce quartier plus en profondeur. Ça parle aux gens, et les gens qui s'intéressent au Japon connaissent Akiba. Et en fait, pendant 2 mois, on a exploré vraiment ce quartier dans tous les sens et on a découvert son histoire. C'est un quartier qui a différentes strates, en fait, qui s'est construit dans l'après-guerre. Et on retrouve vraiment des ruelles minuscules qui ont gardé ce charme, en fait, de l'arrivée de l'électronique, en fait, au Japon. Avec des milliers de pièces détachées vendues dans des souterrains, des sortes de petits tunnels. Faut pas être claustro, là, c'est assez impressionnant. Mais donc il y a ça qui est resté, qui date de l'après-guerre. Et puis petit à petit, il y a les animés, les mangas qui sont arrivés. Donc on commence à trouver plein de librairies, des milliers de figurines, etc. Et maintenant arrivent les magasins, tout ce qui est smartphone, voilà, beaucoup plus aseptisé. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution du quartier au fil des années, parce que c'est un quartier qui n'existait pas en fait au moment dans l'après-guerre, qui s'est entièrement construit. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez vu Perfect Days de Wim Wenders? Alors, on ne l'a pas encore vu. Il va falloir aller le voir. Mais on est des grands fans de Wim Wenders, donc ça ne saurait tarder. Il faut absolument aller voir ce film qui se passe également au Japon et à Tokyo. Je pense qu'il y a des petites correspondances dans vos travaux. Colline, est-ce que vous pouvez prendre la BD et aller à la fin, ou alors Eva, comme vous voulez, et aller à la fin de cette bande dessinée? Parce qu'il y a l'aventure, et puis après l'aventure, il y a un petit bonus. Qu'est-ce que vous voyez dans ce petit bonus? Je pense un plan, donc il y a des pages à découper. Non, il y a des pages à découper pour, je pense, découvrir le quartier d'Akiba. Et c'est ça, ouais. Ce quartier-là. Donc en fait, le lecteur est invité à voyager et à aller découvrir par lui-même cette ville. Et on est aidé avec c'est un guide en fait. Ouais. Et puis il y a d'autres petits encadrés derrière. Il y a une recette de cuisine, si je ne me trompe pas. Recette de cuisine, des plans, des adresses où aller manger. Voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? Eva, est-ce que d'abord la cuisine japonaise, ça parle à tout le monde? Est-ce que l'ouverture à une autre culture, c'est des choses importantes? Ah oui, moi je trouve que oui. C'est important d'élargir la vue, les yeux et envers d'autres cultures, d'autres continents. On était en train de parler justement, même entre la Belgique et la France, c'est important d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc oui, absolument. Avec ce livre, il me faut juste encore des billets d'avion et c'est bon, j'y vais. Ils sont très chers dernièrement. Ouais. Cécile, quand vous avez entendu Eva parler de l'histoire de son arrière-grand-père, de sa recherche tout à l'heure, quand vous avez entendu Colline parler du Portugal, la lecture de Salara, vous avez pensé à quoi? Qu'est-ce que ça a éveillé chez vous? Alors, je pense que on a des univers qui sont assez différents et c'est assez amusant puisqu'on est sur 3 pays différents. Nous, on adore l'étape recherche en fait dans la bande dessinée. C'est des mois et des mois de travail de recherche. Et je pense que on a peut-être en commun en fait cette volonté d'attirer les gens vers quelque chose d'un petit peu différent et effectivement de leur ouvrir un peu les yeux sur d'autres choses. Alors, j'ai pas envie de me représenter comme une grande connaisseuse du Japon, mais j'ai aussi ce projet d'amener les gens vers quelque chose qu'ils connaissent pour leur faire découvrir un peu les derrières, les bas-fonds de la société japonaise, etc. Je pense que c'est important de s'intéresser à d'autres cultures, à d'autres époques et à d'autres artistes aussi pour rappeler que les choses ne sont pas sur un seul niveau très basique de consommation tel qu'on le connaît et tout ça.
Et aussi pour, par exemple, dans un cas historique, je trouve ça hyper important parce qu'en fait, on a tendance à effectivement oublier l'histoire et l'histoire se répète. Et actuellement, on est sur plein de questions qui font écho à ça et c'est important de rappeler aux gens comment se sont passées les choses et de les mettre en garde en fait sur l'avenir. Est-ce qu'il y a du racisme aussi au Japon ? Alors bien sûr, il y a un racisme, il est différent, moi je le ressens très différemment, c'est vraiment clairement une peur de l'étranger. Donc le Japon, c'est un pays qui est très fermé, ils sont sur leur île, ils ont longtemps été fermés au niveau des frontières quand même. Et on voit comme avec le Covid, ils ont très facilement refermé les frontières du pays, donc on ne pouvait plus du tout aller au Japon. Et donc il y a ce côté effectivement xénophobie, mais qui est vraiment de l'ordre de la peur, l'angoisse, l'inquiétude, ne pas savoir comment réagir face à l'étranger, etc. Après, moi, j'ai jamais vécu d'agressivité. Par contre, c'est pas comme en France, comme je suis française, je sais qu'en France, on a un vrai racisme qui est de l'ordre de la violence réelle, quoi. Et ça, je l'ai jamais ressenti au Japon, par contre. Ouais. Colline, quand vous allez au Portugal, le Portugal d'aujourd'hui, il est plus ouvert que celui dont on parle dans Les Trois Marias, qui était le Portugal des années 70 avec Salazar ? Oui, beaucoup plus, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un pays d'Europe qui continue à avoir un gouvernement de gauche actuellement. Ce que Cécile a dit sur cet aspect, le travail documentaire, hein, parce qu'il y a presque un aspect documentaire qui est caché derrière une fiction de bande dessinée chez elle ou derrière une représentation théâtrale chez vous, ça fait partie de votre ADN artistique ? Oui, en tout cas, je trouve ça passionnant ce qui est en train de se dire et je crois qu'en fait, c'est le devoir de la culture finalement aussi de venir de soulever le tapis et de venir éclairer des zones d'ombre ou des zones moins connues. Et ce qui est assez beau là dans ce qui se raconte, c'est que c'est des centres d'intérêt qui deviennent presque des passions pour chacune de nous, avec une nécessité et une urgence en fait de le comprendre pour soi. Et ça semble tellement, ça nous anime tellement qu'il y a un désir de lui donner une nouvelle forme, chacun avec nos médiums, pour le partager. Et je pense que ces intuitions-là sont superbes parce qu'en fait, c'est là où elles nous connectent à l'altérité. C'est qu'on se dit, bah, j'ai eu besoin d'aller vers l'autre pour mieux comprendre quelque chose ou pour venir assouvir une curiosité. Et j'ai besoin après de la transmettre parce que celle-ci m'anime en fait et me semble très importante. Et c'est là où en fait, ça crée une nouvelle... Dynamique, ouais. Dynamique, un nouveau système d'interaction, de rencontres, d'échanges. Il y a donc Les Trois Marias, c'est à voir au Riche-Clair, ça jusqu'au 23 février. On recommande chaudement ce spectacle. Vous n'avez vraiment pas d'idée de ce que vous allez faire après, Colline ? Est-ce que vous allez essayer de le diffuser ailleurs, par exemple ? Si, j'aimerais beaucoup essayer de le diffuser ailleurs. Ça, c'est en travail. Voilà, s'il y a des directeurs de théâtre qui nous entendent, ce sera avec grand plaisir qu'on les accueille pour les prochaines représentations. Mais si, pour d'autres projets, il y a un auteur qui m'intéresse énormément qui s'appelle Sony Laboutansi et qui est un auteur congolais, plutôt de Brazzaville, qui est né, je pense, en RDC, mais qui a fini... qui a beaucoup travaillé aussi au Congo-Brazzaville et qui a écrit en langue française et qui a écrit des textes, qui a écrit énormément, autant de la poésie que des romans et du théâtre, un grand homme de théâtre, et qui a des textes coup de poing et j'aimerais beaucoup travailler sur ces textes-là avec... Des personnes dont j'apprécie le travail en Belgique. Voilà, donc ce sera à suivre. C'est pas encore tout à fait fait, mais je sens qu'on en reparlera bientôt. Eva Kamanda, il y a donc Une vie sous silence. C'est la traduction française qui sort maintenant. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui veulent comprendre quand même ce qui s'est passé en Belgique et ces relations compliqué, qui reste toujours un petit peu tabou. Hein. On voit que même dans les commissions parlementaires qui parlent de la colonisation, on n'arrive pas à rendre les documents publics. Donc il y a quelque chose qui nous chatouille là-dessus. Le prochain projet, c'est donc peut-être Une vie sous silence au théâtre ou à la télévision ou ailleurs. J'ai bien compris. C'est ça, documentaire ou long métrage, voilà.
on va essayer de réaliser ça. Hein. Voilà, et C'est donc le pour but. l'instant, le roman est paru aux éditions, le livre est paru. livre, Le livre est paru. non-fiction, mais ça se lit comme un roman. Voilà, et c'est très très bien écrit et ça se Merci. lit même comme presque un thriller, en tout cas une Oui. recherche de la vérité, une recherche des documents. C'est aux éditions Racine. Et puis le Tokyo Mystery Café, l'épisode 1, La disparue d'Akiba. Ça veut dire qu'il y a déjà un épisode 2, c'est chez Dupuis, c'est Cécile Brun. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'atelier Santo? Est-ce que vous allez toujours écrire à deux? Ou est-ce qu'à un moment vous dites peut-être qu'à un moment dans notre vie on va Quand on se haïra, on arrêtera, mais... Mais même, Mais sans pas le cas. même sans se haïr, vous pourriez imaginer faire un projet en solo, hein? On peut parler des rockers hein, qui font des albums solo, puis après ils reviennent dans le groupe de départ. C'est possible en bande dessinée ou pas? Alors, c'est pas impossible, mais en fait, on a travaillé longtemps en solo avant de se rassembler, et finalement, le duo fonctionne mieux que ce qu'on faisait seul, chacun dans notre coin, et c'est aussi beaucoup plus facile de se soutenir, s'entraider et de collaborer, parce que c'est quand même un travail de patience, la VD. Donc quand on est sur des planches, il y a énormément de travail à abattre, et finalement être deux, pouvoir débloquer quelqu'un quand il n'arrive pas à dessiner une case, etc., c'est quand même un gain de temps et d'énergie. Donc pour l'instant, ça nous fonctionne très bien comme ça. Voilà. Est-ce qu'on vous a donné envie à toutes les trois de découvrir le travail des deux autres? Ah oui, Absolument. évidemment. Ah oui, c'est vrai, oui. C'était Connaissez-vous. On espère que ces 3 voyages vous ont intéressé, que vous allez suivre ces 3 autrices. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.